Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Aujourd'hui, on va parler documentaire avec la reine des documentaires, Christine Coquelin. Bonjour, vous êtes directrice des chaînes Découverte et des documentaires du groupe Canal+. Bonjour. Bonjour. Il y a quelques jours, vous étiez... Canal+ présentait son offre pour la rentrée qui est assez incroyable, assez diversifiée. Vous produisez énormément de documentaires et on va y revenir avec vous dans un tout petit instant. Il n'y a pas que les plateformes, Valérie. Il y a aussi le groupe Canal+. Ouais, 1000 heures de programme inédit, 1900 contenus disponibles à tout moment sur MyCanal. On va en reparler avec vous dans un instant. Puis vous allez raconter comment on choisit, comment se fait la ligne éditoriale de Canal+ par rapport aux documents qui sont encore une fois extrêmement variés et diversifiés. Et puis alors, restez bien avec nous parce qu'on va vous faire découvrir des documentaires incroyables de contenu, comme ce pasteur qui est à la fois pasteur et policier. Il les arrête, après il va les confesser. On va vous raconter ça, c'est formidable. Alors on passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors évidemment, Valérie, avec les tensions à Nanterre, désormais fleuries sur tous les médias, y compris chez nous, des débats, alors que l'enquête ne fait quand même que démarrer. Prenons du recul. Hier, BFM recevait le maître Daniel Merchat, avocat et ancien commissaire de police, qui se demandait si la suppression de la police de proximité n'est pas en fait à l'origine de tout. Ce fut une absurdité de débrancher la police de proximité. C'est la mère de toutes les erreurs qui ont suivi après. Et de toutes les tensions que l'on peut connaître ce soir après ce qui s'est passé ce matin. La police de proximité était à ce moment-là une bonne méthode, une bonne solution, une bonne dynamique pour permettre aux fonctionnaires de police qui à l'époque n'étaient pas armés comme des porte-avions, qui à l'époque n'avaient pas du tout les mêmes tenues qu'aujourd'hui, qui à l'époque effectivement connaissaient tous les décideurs des quartiers. Alors Christine, on en parlera tout à l'heure avec Valérie, mais vous avez un documentaire sur la BRI et vous avez suivi... et l'anti-gang, il y a deux documentaires. Sur ces policiers, quelle image vous avez sur cette police qui est tant critiquée ? Alors nous, on a le parti pris d'être avec eux, c'est-à-dire de les entendre nous raconter de l'intérieur la façon dont ils travaillent et les affaires qu'ils ont suivies. Alors anti-gang, c'est intéressant parce que dans l'imaginaire de tout le monde, c'est le commissaire Broussard, c'était une unité qui a été créée justement sans méthode, sans règles en réalité, c'était affranchi de tout. Il fallait résoudre des problèmes de grand banditisme qui fleurissaient et donc c'était un peu des cow-boys à l'époque. Aujourd'hui, la pratique. Je savais pas que tout était permis dans l'anti-gang. C'était une autre époque. C'était une autre époque. Donc en fait, aujourd'hui, évidemment, ça pourrait plus se produire. Et il le raconte dans le documentaire. Et il le raconte à travers, dans chaque épisode, il y a 8 épisodes. À chaque épisode, c'est une histoire, une affaire. Et quelle méthode ils ont mis en place pour résoudre cette affaire. Ah, génial. Et donc l'anti-gang, sont les précurseurs de la BRI. Et donc. La BRI, c'est la possibilité, et c'est toujours comme ça qu'un documentaire se fait, c'est d'avoir un accès. Si vous n'avez pas d'accès, vous ne pouvez pas raconter. Donc ils ont ouvert leurs portes et ils nous ont raconté leurs histoires, et c'est ce que va raconter la série. Un zapping toujours pour vous, Christine, je vous gagne. La directrice de documentaire que vous êtes pour Canal+, sera sûrement intéressée. Alors c'est une sordide affaire de trafic humain. Par qui ? Par le patron de la morgue de l'université d'Harvard aux États-Unis. C'est pas sans nous rappeler, Valérie, le charnier de Descartes révélé par Anne Joan. Le chef de la morgue de Harvard, accusé de trafic humain en ligne. L'une des plus prestigieuses universités du monde est au cœur d'une sombre affaire. L'ancien responsable de la morgue de l'école de médecine de Harvard, sa femme et 4 autres personnes sont poursuivis pour trafic d'organes et de restes humains. D'après la justice fédérale, Cédric Lodge volait des organes et d'autres parties de cadavres donnés à la science pour de la recherche et de l'éducation médicale avant leur crémation. L'homme de 55 ans aurait appartenu à un réseau national d'individus qui achetaient et vendaient des restes humains volés à Harvard et dans une morgue de l'Arkansas entre 2018 et 2022. Cédric Lodge aurait notamment vendu 2 visages disséqués pour $600, soit environ 550 €, à une patronne de cabinet de curiosité. C'est ça le pire, c'est ceux qui achètent, je trouve. Ceux qui vendent aussi, évidemment. Ça a duré 40 ans en France. Exactement. Et l'université Paris-Descartes est fermée suite à cela. Allez lire l'enquête d'Anne Joan, c'est formidable. Alors pour ceux qui écrivent surtout pas Trump en 2024, surtout pas Trump, et oui c'est 2024,
l'année prochaine, au mois de novembre, on sera à la fin des Jeux Olympiques, qu'on enchaînera avec les élections américaines. Alors surtout pas Trump, c'est pas sûr, hein, parce que vous allez voir que dans le parti de Biden, on a trouvé encore plus fou, encore plus complotiste. Ah, seulement voilà Valérie, hein, il s'appelle Fitzgerald Kennedy. Il s'appelle Bob Fitzgerald Kennedy. Sûr. Et c'est le neveu de l'ancien président, je crois. Et c'est pas vraiment ça. RFK Junior, comme on le surnomme, est surtout connu pour ses prises de position anti-vax complotistes pendant la pandémie de Covid. Il avait choqué l'Amérique avec cette comparaison entre la vaccination obligatoire et le régime nazi. Même dans l'Allemagne d'Hitler, vous pouviez fuir en Suisse en traversant les Alpes, vous pouviez vous cacher dans un grenier comme Anne Frank l'avait fait. Ces délires vont souvent très loin et s'abreuvent de tout l'imaginaire conspirationniste contemporain. Sa dernière théorie fumeuse, s'il y a davantage d'adolescents transgenres, c'est à cause de l'eau qu'ils boivent. Il y a de l'atrazine dans notre eau. Si vous mettez de l'atrazine en laboratoire dans un réservoir rempli de grenouilles, cela castrera chimiquement et féminisera de force toutes les grenouilles qui s'y trouvent. Si le produit agit de la sorte sur les grenouilles, il y a beaucoup d'autres preuves qu'il agit de la même manière sur les êtres humains. Et oui, les trans sont des grenouilles. Il fallait c'est QFD. Voilà, un documentaire sur le sujet. Sur les complotistes. Vous allez faire vous faites des documentaires d'actualité un peu. Pas vraiment, parce qu'au fond, le documentaire, je crois que c'est le temps long, c'est le moment où on prend du recul sur l'actualité et on raconte les choses avec un autre angle, une autre perspective. Donc, non, on laisse ça à l'actualité. Toujours pour vous, Christine, toutes les grandes cérémonies, on l'a découvert à la conférence de presse dont parlait Valérie, toutes les grandes cérémonies sont sur Canal+, cérémonies du cinéma en particulier, et les fameux Césars. Et quand ce n'est pas Corinne Maziero qui est à poil ou Adèle Haenel qui hurle, c'est aussi les gagnants qui râlent, comme l'année dernière. Justine Triet. Dimanche dernier, dans 7 à 8, Gérard Darmon était saoulé par toutes ces revendications. J'ai envie de dire, tu peux pas kiffer un peu ta palme d'or, t'es obligé de nous remettre une bouse comme ça sur la table, même si évidemment que c'est bien intellectuellement. On peut pas dire, ah là là, quelle chiotte. Non, c'est pas vrai. Mais on peut lui dire, hey, prends ta palme d'or, putain. Vas-y, s'assois avec du cinéma, éclate-toi. C'est un mal français, ça je trouve, le truc inévitable des Césars. T'arrives avec des panneaux, avec des trucs. Mais moi je milite autrement, et croyez-moi que je milite. Et comme tous ceux qui militent vraiment, j'ouvre pas ma gueule pour dire ce que je fais. Je le fais. Il faut que les Césars redeviennent une fête, hein. Ce serait clairement. Bien. Vous êtes d'accord? Vous faites passer le message à la direction. Bon, et puis pour les anciens, c'est donc vous, Valérie, vous vous souviendrez. Je rappelle que Christine Coquelin vient de dire qu'on avait à peu près le même âge, hein, donc vous insultez nos invités. Voilà, vous avez vu comment vous avez bien renvoyé la balle. Pour les anciens, ils se souviendront de Jean-Luc Reichmann, voix off de La Brosse à dents ou de Que le meilleur gagne, entre autres. Et bien hier, la star de TF1 a retrouvé son ancien compagnon de route, Nagui, et il lui a fait la surprise de venir chanter sur France 2 dans N'oubliez pas les paroles. Jean-Luc Reichmann dans N'oubliez pas les paroles. Oh, fini pour moi. Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux. Tout le monde. 10 ans de chaîne sans voir le jour. C'était ma peine sans ça de l'amour. Et bonne chance. Je ne vous ai pas interrompu cette fois-ci. Oui, je vois ça, vous avez aimé. J'interromps Gilles en général parce que ce qui me passe en musique me plaît pas. Et c'était assez mignon ce qu'il a fait Jean-Luc Reichmann, parce qu'en fait il avait une accompagnatrice dans le public qui n'aimait pas trop son jeu mais qui aimait beaucoup Nagui. Et comme c'est le studio d'à côté, il l'a emmené dans le studio rencontrer Nagui, et N'oubliez pas les paroles. Et je précise, j'ai dit l'année dernière parce que c'est les Césars de l'année dernière, mais j'ai dit Trieste évidemment cette année. Enfin, c'était pas les Césars d'ailleurs, c'était la Palme d'Or. Non, c'était la Palme d'Or. Il faut prendre des vacances, Gilles. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler. J'ai toujours raison. Pour parler des documentaires avec Christine Coquelin, directrice des chaînes Découvertes et Documentaires du groupe Canal, avec un menu extrêmement alléchant à venir à la rentrée. À tout de suite. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Christine Coquelin, directrice des chaînes Découvertes et Documentaires du groupe Canal+. La rentrée de Canal+ a été présentée il y a quelques jours par Gérald Brisviré. Et donc, on nous a présenté, c'était une très longue séquence passionnante, tous les documentaires que nous allons voir à la rentrée sur Canal+. Et des documentaires, c'est là-dessus par cela que je voulais commencer, sur une nouvelle
l'écriture, on a pu le voir avec Air Cocaïne, c'est-à-dire que c'est plus le documentaire de 52 ou 90 minutes, où vous faites comme une série en fait, ce sont en 6 épisodes. Oui, c'est vrai. Alors ça peut être 4 épisodes, 6 épisodes, 8 épisodes, peu importe le format, mais surtout, on est parti de l'idée que, au fond, le réel est le meilleur scénariste au monde et que les gens adorent qu'on leur raconte des histoires. Nous-mêmes, nous sommes une espèce narrative, on a une vie avec un début, un milieu, une fin, et c'est quelque chose que les gens adorent. Et donc, souvent, quand on aborde le documentaire, on l'aborde de façon très cognitive, réflexive. On est des enfants de Descartes, on veut comprendre. Et là, juste, on avait envie de narrer, de raconter. Et donc, c'est une autre approche, c'est s'appuyer sur le réel, mais en racontant les histoires avec la force dramaturgique d'une fiction. Ouais. Et donc, on va voir la tuerie de Chevaline qui va être absolument qui va rentrer. Donc là, c'est combien d'épisodes? Là, c'est 4 fois 52 minutes. Ouais. Et on raconte quoi? Alors, on raconte cette affaire dont vous vous souvenez peut-être en 2012. C'est une famille de Britanniques qui est retrouvée assassinée sur un petit chemin forestier. Et ce qui est assez remarquable dans cette histoire, c'est que pendant 10 ans, les enquêteurs ont cherché à trouver qui avait commis ce crime. Et ils ont... C'est une enquête assez remarquable parce que parfois il y a des trous dans la raquette. Là, c'est pas du tout le cas. Ils ont vraiment cherché toutes les hypothèses, toutes les hypothèses. Probablement sauf une, puisqu'on n'a pas retrouvé à ce jour le tueur. Et en fait, la série revient, c'est l'autopsie d'une enquête, en fait, revient sur toutes ces pistes qui ont été tirées. Chaque épisode, c'est une piste nouvelle. Et à chaque fin d'épisode, on est certain que c'est la bonne, et puis bing, quelque chose arrive qui invalide le choix. Il y a un auditeur qui a une question, qui dit: à quel moment tombe-t-on dans le glauque ou l'indécence? Où est la limite? Est-ce que vous faites attention à ça par rapport justement à des sujets comme celui-là, comme Chevaline, où il y a des victimes, où il y a des survivants, en l'occurrence les enfants. Comment ça se passe et jusqu'où on va? Je pense aussi à des documentaires qui ont pu être faits, ou des fictions. C'est un peu différent, c'est le thème de la fiction, mais sur ces sujets-là en particulier, comment vous appréhendez? C'est une bonne question. Nous, le côté voyeur, ça ne nous intéresse pas tellement en réalité, parce que c'est pas. Je pense pas que ce soit le sensationnel qui fasse systématiquement venir les gens. Moi, ma conviction, c'est que quand on raconte les choses de façon puissante, on arrive à attraper le téléspectateur comme avec une fiction. Et c'est plutôt la force de la narration et la dramaturgie qu'on met dans la façon de raconter les histoires qui va aller chercher le téléspectateur plutôt que le glauque, qui n'est pas tellement notre genre de voyeur sur Canal. Vous avez effectivement, Gilles l'évoquait, Confession d'un pasteur, pas d'un tueur, d'un pasteur infiltré, réalisé par David André. Alors ça, c'est un sujet incroyable. Hein. Ça, c'est un cadeau. Parfois, on vous amène des histoires qui sont complètement dingues. Et évidemment, toute la difficulté, ça va être de faire en sorte qu'elle soit aussi incroyable que quand on vous la pitch. Donc quand de la mettre en image. Exactement. Donc quand David est venu nous voir, il nous a dit voilà, c'est l'histoire incroyable d'un type qui est pasteur le jour et qui est flic infiltré la nuit. Et donc il passe de son église au club de striptease et il s'est inventé un nombre de légendes incroyables pour pouvoir faire tomber les méchants, en tout cas dans sa vision du monde à lui. Et la beauté de l'histoire, c'est qu'une fois qu'il les a arrêtés en inventant des choses incroyables, il a monté des studios d'enregistrement de rap où il y avait des caméras partout, il a arrêté des dealers de drogue. Et une fois qu'il les a arrêtés, il s'empresse d'aller essayer de sauver leur âme en leur rendant visite en prison. Et je trouvais que l'histoire était juste incroyable. Donc je fais confiance à David pour nous la raconter avec cette force narrative-là. Mais c'est toujours pas tourné? On est en post-production, là. Il l'a tourné maintenant, il y a beaucoup. C'est arrivé un documentaire où vous trouviez l'idée géniale, vous l'avez commandé et à l'arrivée c'est indiffusable? Indiffusable, non. Vous le rattrapez en fait. Non, indiffusable, ça n'allait jamais. Enfin, jamais totalement. Un incident majeur où on n'a pas pu tourner ce qu'on devait tourner parce que le personnage s'est désisté, mais généralement on s'en rend compte avant de partir. Non, ce qui peut arriver effectivement, c'est que ce soit déceptif parce que le réel, il vous donne pas tous les éléments pour raconter une histoire. Il y a toujours des trous et c'est comment est-ce qu'on fait pour que on maintienne la tension narrative du début jusqu'à la fin. Et parfois, on est obligé de faire des digressions, d'aller chercher quelqu'un qui va vous raconter, un expert. Et là, vous perdez de la force narrative. Donc aujourd'hui, toute la créativité, c'est de réussir à garder la tension pour que les gens aient envie de continuer à suivre l'histoire. Comment vous travaillez? C'est quoi votre boulot, en fait? Vous recevez des gens, des producteurs qui ont des idées et tout Paris se bouscule, lui donne des sous de table, lui dire prends mon documentaire. Comment ça se passe? Parce que
Oui. Bon, alors c'est aussi une expérience. Hein. Ça fait un moment que vous êtes à la tête des documents. Mais il faut dire que c'est ce qui a été dit dans la conférence de presse, que vous avez doublé vos docs en prime sur Canal+. Ouais. Vous allez doubler par rapport à la saison dernière. Ouais. C'est un produit fort. Donc vous êtes un des personnages importants dans le dispositif de Canal+. Donc c'est quoi votre boulot? Comment vous travaillez? Alors mon boulot, c'est de recevoir effectivement des producteurs ou des réalisateurs qui viennent me voir avec une idée. Alors une idée, ça fait pas un film. Non, c'est ça. Ça fait pas une narration, ça fait pas une histoire. Et quand bien même l'idée arrive, la question se pose parce que la série, c'est pas une obligation. Il y a des choses qui ne peuvent pas se décliner en série et on a des unitaires et ça va très bien. Donc la difficulté, c'est de voir. D'abord, il faut mesurer. Quand quelqu'un vient vous raconter une histoire comme Del Sutherland, la première question qu'on pose à David, c'est est-ce que tu as accès à ce personnage? Est-ce qu'il est d'accord pour se raconter? Est-ce qu'il y a des archives? Est-ce qu'on va pouvoir illustrer ce qu'il nous dit? Parce qu'on fait pas de la radio, hélas. Parfois, on aimerait bien. Ouais. C'est plus simple pour raconter de belles histoires. Mais l'image est contraignante. Donc, il y a tout un travail d'expertise quand le projet arrive pour savoir s'il est racontable en images. Parfois, ça peut faire un très bon livre, ça peut faire un très bon podcast, mais ça fera pas un film. Ouais. Donc ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, on se met d'accord avec le réalisateur sur son intention de réalisation, sur son angle, parfois aussi sur le sous-texte. Qu'est-ce qu'on a envie de raconter quand on raconte Chevaline? Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Il y a toujours quelque chose qui est... Enfin, il y a du sens pour nous. On n'est pas là justement par rapport à la question de notre auditeur, juste pour faire du sensationnel. Donc on se pose cette question du sous-texte, de langue, etc. Et puis ensuite... il part tourner et puis on se retrouve au moment du montage parce qu'il y a beaucoup de choses en documentaire qu'on peut reboutiquer au moment du montage pour donner de la force et de l'intensité narrative et puis jusqu'à l'accompagnement à l'antenne. Et puis alors allons un peu sur le sport, Valérie, parce que déjà Sud Radio, c'est la radio du rugby, c'est la radio de la Coupe du Monde, c'est la radio évidemment de Toulouse, puisque évidemment notre actionnaire est le plus gros sponsor de Toulouse, et vous allez avoir Antoine Dupont qui avait été interviewé par Patrick Roger. Vous allez avoir un documentaire sur Antoine Dupont. Oui, alors là, pour celui-ci, c'est pas chez moi, ça c'est la rédaction des sports qui va s'en charger parce qu'ils ont le contact et les archives, etc. Puisque c'est la chaîne du rugby. Mais par contre, Victor Wembanyama, celui dont on a parlé, le grand basketteur qui a été drafté par la NBA, ça c'est chez vous. Ça c'est chez vous, absolument. Pendant un an. Et on est très contents parce que c'est vrai que pour les gens qui s'intéressent au basket, Victor, il était déjà le petit prodige du basket et on savait qu'il allait avoir une carrière formidable. Et quand on a vu qu'il allait probablement être drafté par la NBA, alors un réalisateur qui avait l'accès, parce que c'est toujours une question d'accès, nous a dit je peux le suivre. Marc Vourel, je peux le suivre pendant un an et raconter son histoire. Et c'est une histoire intéressante parce que c'est... Qu'est-ce que ça veut dire de s'engager à ce point dans un sport? Quel renoncement? Comment est-ce qu'on est soutenu par sa famille? C'est en même temps un garçon qui a plein d'autres centres d'intérêt. Il dessine, d'ailleurs ses dessins vont illustrer le documentaire. Et c'est un portrait d'une jeunesse qui n'est pas celle qu'on nous présente régulièrement à la télévision. C'est une jeunesse qui est engagée, qui va jusqu'au bout de l'effort, qui a une vision, qui a une envie et qui lâche pas l'affaire. Est-ce qu'à ce moment-là, vous signez une exclusivité pour pas que ça se retrouve sur Prime Video? Ah ben, de toute façon, quand on a accès à un talent, on lui demande d'être exclusif avec nous. Et donc vous signez avec son agent, etc. aussi. Oui, mais alors. Pour un sportif, oui, parce que les choses, c'est la façon dont ça se fait, c'est contractuel. Mais quand on s'engage avec un personnage comme Del Sutherland, on s'assure qu'il ne fera pas un documentaire ailleurs au même moment. Vous avez parlé d'engagement, et c'est vrai qu'il y a de l'engagement dans les documentaires. Moi, j'aime beaucoup la série. On avait reçu Clémentine Sélarié, elle parle d'elle. Et puis, il y a toute une partie aussi sur l'écologie, et puis l'engagement féministe avec le documentaire que j'ai hâte de voir de Sarah Barouk, qui a publié un livre sur justement les victimes de féminicide. C'est important aussi de donner du sens dans les documents pour vous. Bien sûr, et là on n'est plus sur des séries, on est sur des unitaires, et c'est ce que moi j'appelle les docs d'impact, parce que en fait, je trouve que ce qui est intéressant, c'est
à la fois d'accompagner ces projets, de raconter des histoires comme Plastic Odyssée, où tout d'un coup, 3 jeunes gens trentenaires, ingénieurs, s'engagent et décident de fabriquer des machines low cost pour traiter le plastique, ou une Sarah Baru qui, alors l'année où elle a échappé au féminicide, elle va rencontrer les 125 femmes qui ont été, les familles des 125 femmes qui ont été victimes. Elle confie les témoignages qu'elle a récoltés à des personnalités de la société civile. Elle sort ce livre qui a un impact fou, et nous on a décidé de l'aider à aller plus loin, parce que Sarah, c'est quelqu'un qui a envie de porter des solutions. Et en fait, dans les docs d'impact, c'est ça la promesse, c'est d'aller chercher des solutions pour faire avancer les problématiques. C'est pas juste faire le constat du dysfonctionnement. Moi, c'est important pour moi, ça. On va découvrir tous ces documentaires à la rentrée. Il y a la Garfel. Voilà, on vous réinvitera. Merci à vous, Christine Coquelin, d'être venue ce matin sur Sud Radio, directrice des chaînes découvertes et documentaires du groupe Canal+. Et nous, on se retrouve demain. Et tout de suite, c'est Jean-Jacques Bourdin. Très bonne journée.